Bonjour, nous sommes le 4 janvier 2025. Bon, il fait gelant. Voilà, on a déjà connu quelques, voilà, 2, 3 journées de gel, hein, notamment avec comment on appelle ça, des averses hivernales. On s'est retrouvé que un petit peu des petites grêles, hein, du grésil. Du grésil, voilà, c'est des petites grêles. Ouais, ça fait une neige fondante en fait. Voilà, c'était même pas une neige, c'est du grésil comme je vous ai dit. Bon, ça tombait, ça disparaissait tout de suite. C'était même pas de la neige fondante, donc il n'y a même pas eu, je veux dire, une surface. On avait quelques millimètres, mais pas plus. Mais voilà, pour certaines régions, dans d'autres je connais, je sais pas parce que je n'ai pas vu. Mais en tout cas dans ma région, il y a eu voilà. Et alors, on a des matinées gelantes avec un aspect blanchâtre, mais bon, c'est très peu voilà, de gel, hein. On a très peu de gel. Donc, on a eu jusqu'à présent 2, 3 jours de gel, pour ne pas dire 4, 5. Alors, on va dire ça comme ça, grosso modo 4, 5 jours. Alors, aujourd'hui, je vais voir donc le compte, un compte très utilisé dans les entreprises. Pourquoi? Parce que il y a un adage qui dit tout travail. Alors, quand vous travaillez, bon, vous, vous dépensez de l'énergie. Vous dépensez de l'énergie pour travailler. Alors, voilà, vous choisissez un travail, vous effectuez un service en fonction de voilà, vos compétences, en fonction de ce que demande l'entreprise. L'entreprise voilà, vous engage et vous donne ce qu'on appelle une fonction. Et dans cette fonction attribuée, vous devez jouer un rôle. Alors, parfois le rôle, vous le devez jouer tout seul. Bon, c'est un travail voilà, à fonction individuelle, ou maintenant, par avoir un travail à fonction voilà, d'équipe. Vous êtes dans une équipe, vous êtes intégré dans une équipe, et bien sûr, dans une équipe, bon, ça fonctionne pas n'importe comment, puisqu'il y a toujours un chef d'équipe. Vous devez écouter, je veux dire, la partie, voilà, la partie, euh, voilà, qui prend en charge l'équipe, c'est-à-dire le ou les chefs d'équipe, parce qu'il peut y avoir plusieurs chefs d'équipe. Il y a toujours des chefs, comme ça, voilà, et vous devez écouter voilà, les considérations qui vous sont faites, et bien les écouter et mettre à l'épreuve et exécuter voilà, ces instructions. Alors, tout travail mérite salaire. Alors, si vous travaillez, ben, vous avez droit à un salaire. Et donc, un salaire, je parle un salaire légal, c'est-à-dire que vous travaillez légalement, vous, vous êtes enregistré, je veux dire, voilà, dans les caisses, voilà, dans les caisses, voilà, par exemple, l'Office national de la sécurité sociale, l'Office national des pensions, voilà, vous êtes enregistré et on sait ouais, vos codes-parts. Par exemple, l'Office national de la sécurité sociale, la cote-part de la sécurité sociale à payer. Voilà, on sait bien que voilà, au niveau de combien de temps vous avez travaillé pour les ayants droit à la pension plus tard. Donc, il y a beaucoup de structures qui vont voilà, intervenir. L'Office national, voilà, aussi de l'emploi, etc., etc. Office national de l'emploi. Donc vous voyez que rien qu'en allant travailler, il y a quand même quelques structures qui vont intervenir, et notamment ce qu'on appelle le service public, voilà, fédéral, finance. Service public fédéral. Bon, fédéral, je vais expliquer ce que c'est qu'un État fédéral. Bon, la Belgique est un État fédéral, il y a eu plusieurs, il y a eu 5, comment on appelle ça, 5, 5 réformes de l'État qui ont commencé déjà en 1970. Donc vous voyez que quand vous êtes déclaré au travail, ben, il y a quand même quelques caisses de l'État qui rentrent en jeu. Il y a quand même quelques caisses de l'État qui rentrent en jeu. Donc c'est le fait de déclarer non pas au noir, ben, au noir on n'est pas justement déclaré, on n'est pas déclaré au travail. Donc je veux dire, là il n'y a pas de caisse, hein. Il n'y a même pas d'assurance. Voilà, au noir il n'y a pas d'assurance. Donc ici, je peux même dire qu'il y a des assurances.
il n'y a pas que l'État, il y a aussi des assurances. Voilà, s'il se passe quelque chose, voilà, il y a des assurances au travail, etc., etc. Alors je mettrai 3 petits points, parce qu'il y a beaucoup de caisses qui rentrent en jeu. En voici déjà 5. 5 caisses. Donc, quelqu'un qui travaille en déclaré, ben, bon, il y a pas mal de caisses qui sont derrière tout ça. Maintenant, quelqu'un qui travaille en noir, c'est autre chose. Bon, il peut, voilà, il peut, je veux dire, avoir un contrôle par des inspecteurs, voilà, justement, de l'ONEM, ils viennent voir si vous travaillez déclaré ou pas. Et si vous n'êtes pas déclaré, ben, voilà, vous avez une amende et vous devez vous conformer, je veux dire, à la législation, parce que vous êtes hors la loi. Alors, donc, il faut, je veux dire, toute personne qui est embauchée dans une entreprise bah, devra être voilà, payée, parce qu'il y a aussi des patrons qui ne payent pas. Ou des patrons qui ne comptent pas les heures supplémentaires. Elles font faire des travaux à du personnel. Bon, elles passent du temps dans l'entreprise, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont passé quand même autant de temps. Et bon, ils ne comptent plus, ils finissent par ne plus compter voilà, comment on appelle ça, les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont oubliées par voilà, l'entreprise. Elle fait travailler voilà, plusieurs heures la personne en dehors du cadre des heures du travail de la personne. Et puis, bon, elle outrepasse, je veux dire, ses heures pour finir par ne pas être payée par le patron ou par l'entreprise. Donc, elle ne va pas compter ses heures sup. Et bon, voilà. Alors que la personne va courir après. Soit elle est gênée d'aller demander ses heures sup, ou peut-être si elle va redemander des heures sup, elle va être confrontée à voilà, un secrétariat réticent. Un secrétariat réticent. Alors c'est toujours, bon, c'est toujours malvenu d'aller demander un salaire parce que c'est, enfin, un salaire supplémentaire par rapport à des heures supplémentaires parce que, un, il faut justifier ses heures. Deux, je veux dire, bon, ça embête voilà, le secrétariat et ça embête surtout, voilà, le patron. Alors, venir plusieurs fois, le patron risque, je veux dire, de vous mal voir. On va dire ça comme ça. C'est comme ça, ça risque d'être un conflit. Hein, je veux dire, le fait de devoir payer une personne, on estime que, je veux dire, bon, le patron n'a pas cette vue-là d'esprit. Voilà. Mais, voilà, ça peut, je veux dire, impliquer, je veux dire, des conflits. Le paiement, ça peut impliquer des conflits vis-à-vis voilà, du patron. Et le patron, bon, il peut se dire, bon, ben, la prochaine fois, je ne le prends plus. S'il a, comment on appelle ça, sous une certaine forme de contrat, il n'est pas un contrat indéterminé, par exemple, ben, il va se dire, bon, j'attends la fin de contrat, et puis après, je ne le prends plus parce qu'il nous embête toujours avec, à venir toujours demander, réclamer des heures. Alors que d'autres personnes, peut-être dans l'entreprise, ne réclament pas des heures sup, mais elles sont peut-être énervées de faire des heures sup, mais elles le font quand même sans toucher quoi que ce soit. Mais normalement, c'est illégal, bien sûr, mais c'est comme ça. Dans la vie de courante, on retrouve beaucoup de ces choses-là. Donc, je vous ai dit qu'il y a, vous voyez, le service public fédéral finance qui va intervenir. Alors, avant toute chose, je vais voir ce que c'est que voilà, l'État fédéral. La Belgique, c'est un État fédéral, comme je dis ici. Voilà. La Belgique accède à l'indépendance en 1830. Entre 1970 et 1993, vous voyez que c'est toute une durée. Hein. Voilà, c'est toute une durée. Le pays a évolué vers une structure fédérale. Ouais, c'est chaque fois des lois qui sont intervenues. Voilà. Pour en arriver, c'est ce qu'on appelle justement les 5 réformes de l'État. Les voici, 5 réformes de l'État ont été nécessaires. En 1970, c'est la première. En 1980, c'est la seconde. La loi de 88-89, c'est la troisième. En 93, c'est la quatrième. Et en 2001, c'est la cinquième. Donc 5 réformes de l'État pour arriver à l'État fédéral. Bon, vous voyez qu'il faut longtemps pour arriver à une structure d'État fédéral. Hein. C'est pas en 2, 3 ans, 4 ans. C'est pour ça que j'ai toujours dit que les révolutions, ça ne dure pas un jour. Ici, c'est pas une question de révolution. Si, parce que ça peut-être, on peut se dire, c'est une révolution, voilà, des mentalités au niveau des structures de l'État. Voilà, la structure de l'État n'est plus la même que, je veux dire, précédemment, celle de 1970.
et l'encours de 1970 à 93, parce que ça a évolué, ça n'a pas devenu un État fédéral, voilà, du jour au lendemain, ça évolue. Donc, une révolution, c'est comme ça. Toute révolution, c'est aussi la même chose. Ça implique un temps certain, et ça ne dure pas, je veux dire, 2 3 jours. Donc, toute révolution que vous allez voir dans le monde, ben, il faudra du temps pour qu'elle s'établisse et pour que, je veux dire, les structures changent, les structures même de l'État. Parce qu'une révolution, ça amène des changements vis-à-vis de la structure de l'État. Et donc le fédéralisme, bon, faut déjà y penser avant de le voir arriver. Parce que certains ne veulent pas le voir, ne veulent pas le percevoir de leur tête. Ils ne veulent pas d'un État fédéral. Il y en a beaucoup, ils ne pensent pas comme ça, ils n'aiment pas. Mais elle se fait en douceur. Elle se fait en douceur. Je veux dire, avec la longueur des années, les gens finissent par comprendre que bon, il y a peut-être des intérêts à l'État fédéral. Hein. Il y a des intérêts parce que si on pense à un État fédéral, certaines personnes, bon, ben il y a plus d'autonomie, c'est ça, au niveau, voilà, de certaines choses, par exemple des régions. Alors bien sûr, il y a différentes ici, il y a différentes choses. Hein. Faut pas confondre les communautés, les régions. Et voilà, c'est pas la même chose. Hein. Il y a la communauté, les régions et l'État fédéral. Voilà, l'État fédéral conserve des compétences dans de nombreux domaines, comme entre autres les affaires étrangères, la défense nationale. Donc les affaires étrangères chapeautent tout, ils chapeautent tout. Voilà, ils chapeautent tout. La défense nationale chapeaute tout, c'est normal parce que s'il y a un conflit, bon, c'est pas les régions qui vont faire intervenir l'armée, ça ne sera pas comme ça. Voilà. Donc ça c'est la structure haute de l'État où l'armée intervient. Alors, ce qui est la justice aussi, c'est l'État fédéral. Les finances, c'est l'État fédéral. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure SPF. Voilà, je vous ai dit SPF, c'est Service public fédéral. Voilà, finance. Service public fédéral, finance. Donc, les finances, ça appartient à l'État fédéral. Voilà. La sécurité sociale. Voilà, donc ici, vous voyez que l'Office national de la sécurité sociale appartient à l'État fédéral. Le SPF Finance appartient à l'État fédéral. Voilà, ainsi qu'une partie importante de la santé publique et des affaires intérieures. Voilà. Les communautés et les régions sont cependant compétentes pour établir des relations avec l'étranger dans le cadre des matières qu'elles gèrent. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, bon, maintenant, qu'est-ce que c'est que les communautés? La répartition des compétences à travers des réformes successives de l'État a évolué selon 2 axes principaux. Le premier se rattache à la langue, de manière plus large à la culture. Voilà, les communautés en sont issues. Le concept de communauté renvoie aux personnes qui le composent et aux liens qui les réunissent, à savoir la langue et la culture. Notre pays connaît 3 langues officielles, le néerlandais, le français, l'allemand. Voilà. La Belgique actuelle est donc composée de 3 communautés, la communauté flamande, la communauté française et la communauté germanophone. Voilà, avant c'était des patois, hein. C'était le wallon. Pour la communauté française, bon, les écoles françaises ont fait aussi perdre, je veux dire, ce patois wallon et adouci des patois enfin, chez les flamands. Voilà. Et alors il y a une communauté germanophone qui parle allemand. Voilà. C'est très petit, c'est pas une grosse région. Les 2 grosses régions, c'est les parties, voilà, communauté francophone et communauté flamande. Alors, je peux vous dire que normalement, la Belgique est un peu plus grande que ça. Bon, c'est vrai que la France possédait des régions francophones, des régions flamandes et des régions germanophones. Bon, la France aussi avait cette particularité, parce que la carte de la France allait, voilà, prenait une partie, voilà, de l'Allemagne, une partie, voilà, allait jusqu'aux Pays-Bas et englobait la Belgique. Mais en vérité, la Belgique existait depuis l'époque, voilà, romaine. Alors, que disait Jules César? Des peuples de la gauche, de la Gaule, je m'excuse, des peuples de la Gaule, ben, c'est voilà les Belges qui sont les plus
je veux dire, je sais plus l'adage comment il avait dit, voilà, Jules César, les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus, je sais plus, je me rappelle plus. Mais enfin bref, c'est pour vous dire que Douai appartenant à la Belgique. Pourquoi? Parce que Douai, dans la région de Douai, ben, c'était la Gaule, et c'était dénommé Belgica. La partie là-bas, il y avait une partie qui s'appelait Belgica. Belgica, donc déjà à l'époque romaine. Donc on peut dire que Douai appartenait à la Belgique. Donc c'est juste que la France, bon, étant donné voilà, les empires, etc., l'histoire de France, ben, elle a englobé certains territoires pour finir par les perdre, notamment sous Napoléon. Elle a perdu voilà, du territoire sous Napoléon, mais elle en a gardé. Elle en a gardé certaines. Bon, donc les territoires, c'est toujours flou. Hein. Ça avance, ça recule. Voilà, c'est toujours malléable. Avec le temps. Voilà, mais après, on se fixe des frontières une fois pour toutes pour éviter toutes des guerres éternelles sur base de territoire et de tuer des peuplades. Hein. Parce que c'est qui souffre de tout ça, c'est les peuplades. C'est les peuplades qui souffrent voilà, de ces invasions, voilà, de ces fluctuations, de ces variations de frontières. Les premiers à être pris dans le feu, ce sont les peuplades, ce sont les personnes civiles qui ne demandent qu'à vivre et de vivre normalement et ne pas mourir voilà, sous le joug de certains pouvoirs, notamment par la survenue de guerres à l'intérieur de leur euh, terre. Certains vivent dans des terres et après ils finissent par quitter leur terre parce qu'il y a des guerres. Voilà, et ça, les gens ne demandent pas ça, ils veulent des frontières définies et qu'on en arrête avec, je veux dire, ces souffrances humaines qui datent depuis Mathusalem, voilà, et qui font que d'innombrables humains ont perdu leur vie simplement pour des territoires, et des pouvoirs et des territoires. Du pouvoir, parce que les guerres, la première guerre que c'est des guerres de pouvoir et de politique. C'est ça qui fait les premières guerres et qui font les premières victimes depuis Mathusalem. C'est des guerres de territoire et de politique. Voilà. Alors, les régions, qu'est-ce que c'est? Les régions, le deuxième axe de la réforme de l'État trouve ses fondements dans l'histoire et plus particulièrement dans l'aspiration de certains à plus d'autonomie économique. Voilà, donc les régions, c'est plus une autonomie économique. Donc les communautés, c'est plus les communautés germanophones, francophones, voilà, bon, et la petite communauté voilà, germanophone, mais c'est surtout la communauté française et la communauté flamande, voilà, c'est les deux plus grosses communautés, puis on a une petite communauté flamande, ça c'est sur base de la langue et de la culture, et les régions sont en fonction d'une autonomie plutôt économique. Les régions sont le fruit de ces aspirations. La création de 3 régions en a été la conséquence, la région flamande, la région de Bruxelles, capitale, et la région wallonne. Voilà, donc la région flamande, la région Bruxelles, capitale, et la région wallonne. Les régions belges sont comparables jusqu'à un certain point. Donc, bien sûr, jusqu'à un certain point aux États-Unis d'Amérique. Alors, il y a aussi l'État fédéral allemand, voilà, qu'on appelle le Länder. Voilà. Bon, donc l'Allemagne, c'est un État fédéral. C'est un État fédéral. Aussi, voilà. Voilà. Et donc, vous voyez que ça se divise en différentes parties. Et donc, maintenant, si je parle des SPF et l'ONSS, ça fait partie, voilà, de l'État fédéral. De l'État fédéral. Par exemple, hein, voilà, on pourrait énumérer tout ce qui appartient à l'État fédéral. Voilà, certains bureaux, enfin certains, oui, c'est ça, certains secrétariats, bureaux appartiennent à des régions. Voilà, donc ça travaille pour des régions. D'autres pour des communautés. Mais SPF et ONSS travaillent pour l'État fédéral. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, quand vous travaillez, voilà, tout travail mérite salaire. Et donc, vous avez, en fonction voilà, des heures prestées, je veux dire, un salaire. Bon, là aussi, on calcule, on fixe un salaire, voilà ce qu'on appelle un salaire brut. Et bon, par rapport aux heures prestées, voilà, à la fonction, voilà, et à pas mal de choses.
pas mal de choses. Alors sur base de ça, bien sûr, on va vous retirer voilà, des parties pour avoir le net. Voilà, on va vous retirer par exemple voilà, tout ce qui est ONSS, etc., etc. On va vous retirer. Voilà. Donc là, on demande de faire un calcul de salaire. Un calcul de salaire. Et puis, bien sûr, sur base de ce salaire-là, qu'est-ce qui va s'y intéresser? Ben, c'est le SPF Finance. Et bien sûr, l'ONSS. Ces deux-là ont droit de regard. Bon, l'ONSS pour savoir qu'est-ce qu'on va vous retirer en tant que quote-part d'ONSS et la quotité à payer d'impôts, je veux dire, au SPF Finance 2. Vous voyez que vous avez un salaire qui va être... on va rétribuer un salaire à un personnel, bon, à n'importe qui. Ça peut être un cadre, ça peut être un employé, voilà, ça peut être un ouvrier, ça peut être voilà, un administrateur, voilà, et ainsi de suite. On a aussi toutes les fonctions, voilà, les fonctions de santé, par exemple les médecins, etc. Bon, et ainsi de suite. Alors vous avez aussi, il y a des gens qui sont indépendants, voilà, il y a des médecins indépendants, des infirmiers indépendants, donc il y a alors il y a des indépendants au niveau voilà, de la construction, bon, il y a beaucoup de sociétés d'indépendants, c'est pas ça qui manque. Être patron aussi, bon, il se prend un salaire aussi, hein, c'est évident. C'est évident parce que tout travail mérite salaire. Et donc sur base de ça, ben, il y a un calcul qui se fait de salaire. Il y a un calcul de salaire. Alors ici vous avez, voilà, ici on est dans le SPF Finance. Voilà, voilà, vous avez personnel et rémunération. Vous avez un cadre personnel. Alors il y a impôt des sociétés, TVA, autres taxes, voilà, grand chantier, voilà, douane et axis, grande entreprise, données patrimoniales, données patrimoniales, retenues pour le SPF Finance, marché public, tax shelter. Voilà, pour le tax shelter, il y a aussi des calculs. Hein. Voilà, par exemple ici, tax shelter. Voilà, ici, tax shelter. En fait, le tax shelter, c'est quand on a des transferts aux réserves. Voilà, là. C'est quand il y a des transferts aux réserves. Voilà. La loi tax shelter définit le montant maximal qu'une société peut placer. Le point de départ du calcul à appliquer le bénéfice réservé de l'entreprise, l'année de l'exonération. L'année de l'exonération, ce bénéfice réservé est la part des bénéfices transférés aux réserves au terme de l'exercice fiscal, par conséquent, après dividende éventuel. Alors ceci, le transfert aux réserves, il est indiqué, vous devez l'indiquer voilà, dans les comptes de transfert. Hein. C'est des comptes spécifiques transfert. Alors, les transferts, vous les retrouverez. Alors, je vais regarder le compte. Alors, il y a les comptes d'affectation. Ça se joue avec les comptes d'affectation. Attention que vous avez les 70. C'est symétrique. Je rappelle que c'est symétrique. Les affectations des résultats en tant que charge, c'est les 69. Donc, vous avez 690 pertes reportées de l'exercice précédent, 691 dotations à la réserve légale, 692 dotations aux autres réserves, 693 bénéfices à reporter, 694 rémunération du capital, 695 administrateurs ou gérants, 696 autres allocataires. Alors maintenant, en symétrie, ça c'est pour les charges, en symétrie par rapport au produit, ben c'est 690 correspond à 790, bénéfices reportés de l'exercice précédent, le 691 correspond à 791 prélèvements sur le capital et les primes d'émission, 692 correspond à 792 en symétrie, prélèvement sur les réserves. Voilà, 793, bon, je ne sais pas ce que c'est. Et 794, intervention associée ou du propriétaire dans la perte. Donc, vous voyez que vous avez des rubriques là-bas, voilà, de transfert. Hein. Ce sont des rubriques de transfert. C'est des affectations, ce qu'on appelle des affectations. Transfert aux réserves immunisées. Transfert aux réserves immunisées, c'est 68. Affectation des résultats, 69. Donc, transfert aux réserves immunisées, 68. Affectation des résultats, 69. Ça, c'est en tant que charge. Et en tant que produit, ben, 79, c'est affectation résultat. Alors, le 77, c'est régularisation d'impôts et reprise de provision fiscale. Bon, ça, j'ai déjà expliqué. Hein. Vous avez le 771, impôt belge sur le résultat.
7710, régularisation d'impôts dus ou versés. 7711, régularisation d'impôts estimés. 7712, reprise de provision fiscale. 773, impôts étrangers sur les résultats. Donc, sur les tax shelter, là, vous avez une cote-part par rapport au transfert. Voilà. Par rapport aux réserves. Alors, la loi vous autorise ensuite à exonérer au maximum 50%, avec un maximum d'exonération de 1 million d'euros par an par société, voilà. Si compte un exemple chiffré pour un placement de 100 000, voilà. Enfin, ici, c'est pas 100 000. Nous avons développé un outil. Bon, ici, vous pouvez calculer. Vous mettez, voilà, un montant, et vous avez l'exonération maximale, et puis vous avez, voilà, vous savez voir en mettant 100 000, en mettant l'exonération fiscale maximale, là vous savez trouver le transfert aux réserves. Voilà, transfert aux réserves. À la réserve. Donc ici, la loi vous autorise ensuite à exonérer au maximum 50%. Voilà. Donc on sait faire le calcul. Puisque, voilà, avec un maximum d'exonération de 1 million par an par société. Et ici, l'exemple, c'est... nous avons développé un outil pour vous aider dans cette démarche et calculer à l'euro près le montant que vous pourrez placer en taxe shelter. Chaque investisseur connaît une situation qui lui est propre et il est par conséquent conseillé. Voilà. Ici, voilà, ils ont mis 100 000 pour un placement de 100 000. Voilà. Sachant qu'il y a 50%, on s'est trouvé, je veux dire, le transfert aux réserves. Transfert aux réserves. Pour un placement de 100 000. Voilà, là, vous avez une méthode de calcul. Voilà. Voilà, un exemple chiffré pour un placement de 100 000. Voilà, vous placez 100 000, c'est bien ça, hein, c'est bien ce que je dis. Un placement, on met bien un placement de 100 000. Et on finit par trouver, voilà, ce qu'il faut. Alors ça, ce site-là, je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer. Enfin, je le mettrai dans le lien dans la vidéo. Et alors, voilà, il calcule. Par rapport à un placement, voilà, le transfert aux réserves que vous pouvez voilà, placer. Et c'est la part de bénéfice transférée aux réserves. Bien sûr, au terme de l'exercice fiscal. Alors, calculer, si vous voulez calculer maintenant les salaires, mais ça dépend de certains paramètres. Et ça, vous allez voir le site droit et dans mes playlists, il y a une playlist qui est droit et législation sociale, législation sociale. Là-dessus, bon, il y a pas mal de cas de calcul de salaire en fonction de certains paramètres. Ou sinon, ouais, voilà, ici, vous pouvez déjà regarder ici parce qu'ils vont vous donner sûrement il y a des exemples ici, il y a sûrement des exemples. Voilà, il faut chercher juste dans ce site-là et vous trouverez des exemples. Maintenant, parce que ça dépend aussi du précompte professionnel, etc., ce que vous allez recevoir en net, ça dépend de beaucoup de choses. Voilà, si la personne est isolée, ou elle est handicapée, ou voilà, ça dépend de pas mal de choses. Nombre de personnes à charge, etc. C'est en fonction de ça que se calcule. Voilà, ça va être basé l'ONSS. Alors, maintenant, si vous voulez faire un calcul, voilà, d'un salaire brut vers le net, bah, il y a des choses toutes faites. Hein. Voilà, statut, si vous êtes ouvrier, employé, voilà, si c'est un temps plein, mais voilà, on n'a pas perçu un salaire pour tous les jours du mois, temps partiel, etc. Situation familiale, et puis il calcule. Et puis il vous calcule. Voilà, isolé, voilà, marié, revenu, voilà.
Et là, je mettrai aussi en lien ce site. Voilà. Et maintenant, je peux en arriver, sachant tout ceci, vous devez savoir calculer un salaire. Vous devez savoir calculer un salaire. Bon, donc quand vous faites de la comptabilité, il est évident que vous devez savoir calculer un salaire. En fonction, voilà, de la personne, nombre de personnes à charge, etc., de tous les critères, voilà, que dégage la personne, de tous ces critères, nombre de, voilà, nombre de personnes à charge, etc., etc. Si c'est un isolé ou pas, bon, on sait calculer. Et en comptabilité, vous devez savoir calculer le salaire. Et de décomposer, bien sûr, la partie ONSS, etc., etc. Pourquoi? Pour pouvoir mettre dans les comptes appropriés. Pour pouvoir mettre dans les comptes appropriés. Bon, je suppose que c'est 2P approprié comme ça. Bon. Alors, donc, ce qui va intervenir, c'est un compte qui est le compte, je ne sais pas si je l'ai mis, non, je ne l'ai pas mis, c'est le compte 62. C'est le compte 62. Rémunération, charges sociales et pension. Alors, quand je vous dis, j'ai dit, bon, tout travail mérite salaire, je rappelle qu'un salaire, c'est un salaire. Il ne faut pas confondre un salaire avec un don. Parce qu'un don, c'est un don. Une subvention, c'est une subvention. Il y a des comptes appropriés pour ça. Donc, il y a les salaires, c'est différent, voilà, d'un don, voilà, d'une subvention. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, d'un bénéfice. Voilà, je dirais d'un bénéfice, d'une prime, etc., etc., d'un dividende. Voilà, il faut faire attention à tous ces mots-là. Voilà. Maintenant, si la loi autorise qu'un don, ça peut faire par certains dons peuvent faire partie du salaire, pourquoi pas. Mais un don, c'est un don, parce que dans la comptabilité, les dons, les subventions, etc., sont, je veux dire, mis dans des comptes séparés. Dans des comptes séparés. Voilà. Donc, je vais voir le compte 62, le compte, comme je l'ai dit, rémunération charge sociale et pension. Voilà, c'est le compte utilisé. Alors, je vais vous le lire dans un petit instant. Je vais chercher le plan comptable. On va regarder à partir d'ici. Alors, CTRL F, c'est le compte 62. Alors, attention que si je prends le compte 61, ah ben justement il est là, 61. Bon, 61, c'est services et biens divers. Bon, ici il n'y a pas tout, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Alors je vais vous lire le 61, c'est le plus gros, je vous avais dit que c'est quasiment le plus gros. Et puis je verrai le 62, rémunération, charges sociales et pensions. Je verrai celui-là après. Voilà. Mais avant toute chose, regardez bien que si je lis le 61, vous avez remarqué qu'en fin de 61, mais faut pas tout confondre avec le 62. Le fin de 61. Alors, je vais lire le 61 et puis je dirai attention, faire attention à ces comptes-là du 61.
Alors, services et biens divers, c'est 610 loyers et charges locatives. 6100 loyers divers. 6101 charges locatives, assurance, frais de confort. 611 entretien et réparation, fournitures et prestations. 612 fournitures faites à l'entreprise. 6120 eau, gaz, électricité, vapeur. 61 200 eau. 61 201 gaz. 61 202 électricité. Et 61 203 vapeur. Donc vous voyez que c'est des comptes séparés au gaz, électricité, vapeur du 6120. C'est des sous-rubriques du 6120. Alors 6121, c'est téléphone, télégramme, téléx, téléfax, frais postaux. On retrouve des sous-rubriques du 6121. 61 210 téléphones, 61 211 télégrammes, 61 212 téléx et téléfax, 61 213 frais postaux. 6122 livres bibliothèques, 6123 imprimés fournitures de bureau, sinon comptabilisés au 601, 613 rétribution de tiers. Voilà. Attention, rétribution de tiers, c'est déjà dans le compte 600, dans le compte 61. Voilà, et pas dans le compte rémunération, charges sociales et pensions. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à tout ça. Rétribution de tiers. C'est pas dans le 62, mais dans les 613. Bon. 6130, redevances et royalties. 61 300, redevances pour brevets, licences, marques et accessoires. 61 301, autres redevances, procédés de fabrication. 6131, assurances non relatives au personnel. Voilà, encore un autre compte. C'est des assurances ici. Non relatives au personnel. Non relatives au personnel. Donc vous voyez que si c'est non relatif au personnel, c'est un compte de 61. Voilà. Alors, 61 310, assurance incendie. 61 300. Alors, c'est des rubriques des assurances non relatives au personnel, bien sûr. Hein. 6131, ça est décomposé en 61 310, assurance incendie. 61 311, assurance vol. 61 312, assurance auto. 61 313, assurance crédit. 61 314, assurance frais généraux. Alors, 6132 divers, voilà, il y a un poste divers, vous pouvez le mettre, voilà. 61 320, commission au tiers. Alors, 61 320, honoraires d'avocat, d'experts, etc. 61 322, cotisations. Les honoraires, bon, c'est du service et biens divers. Vous ne payez pas du personnel de votre entreprise, vous payez des cas de figure où vous devez payer, par exemple, un avocat, etc. Ou un notaire, ou, voilà, ou un expert, une expertise. Vous payez des frais. Ben, c'est pas en termes de rémunération, ça, vous payez à une personne étrangère. Hein. C'est une rémunération à une personne étrangère. Bon, c'est pas quelqu'un qui est embauché dans le cadre de votre entreprise. Voilà. Alors, 61 322, cotisation au groupement professionnel. Voilà. Là aussi, c'est pas dans le 62. Cotisation au groupement professionnel. 61 323, dons, libéralité. Vous voyez que les dons, c'est là. Les dons, libéralité, c'est en 61 323. 61 324 frais de contentieux, 61 325 publication légale, 6 333 transport, 61 330 transport de personnel, 61 331 voyages, déplacements, représentation. Alors, 6 134 personnel intérimaire. Personnel intérimaire, c'est en 61. Personnel intérimaire, c'est dans le 61. 614 annonces, publicité, propagande et documentation. 6140 annonces et insertion. 6141 catalogue et imprimé. 6142 échantillons. 6143 foire et exposition. 6144 primes. Voilà, primes. 6144 primes. 6144 primes. Donc vous voyez que prime, personnel intérimaire, voilà, c'est les comptes 61. Alors, cadeau à la clientèle, 6145, 6146 mission et réception, 6147 documentation, 615 sous-traitants. C'est sous-traitant. Donc, c'est dans le compte 61, sous-traitant. C'est pas du personnel, je veux dire, interne à l'entreprise. 6150 sous-traitants pour activité propre, 6151 sous-traitants d'associations momentanées coparticipants, 6152 code part bénéficiaire des coparticipants, 61 700. Alors là, on se rapproche du 62 parce qu'on est en terminaison du 61. On termine le 61.
Alors, 61 700, il ne reste plus que 3 comptes. Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise. Voilà. Alors, 61 800, rémunération prime pour assurance extra-légale, pension de retraite et de service des administrateurs gérants et associés actifs qui ne sont pas attribués en vertu d'un contrat de travail. Voilà, et donc tout est dit, qui ne sont pas attribués en vertu d'un contrat de travail. Donc ça, c'est dans le compte 61. Maintenant, je vais faire le compte 62. Le compte 62, on retrouve rémunération, charges sociales et pensions. Ah, j'espère que j'ai bien mis un S. Non, voilà, de toute façon, il l'a. 620, rémunération, avantages sociaux directs. 6200 administrateurs ou gérants. Alors, vous aurez compris que là, il y a un contrat de travail hein, avec l'entreprise. 6201 personnel de direction. 6202 employés. 6203 ouvriers. Voilà, et vous voyez qu'il y a des... Il n'y a pas que, c'est pas que le régime employé ouvrier. Hein. La comptabilité, je veux dire, distingue les administrateurs gérants, le personnel de direction, les employés, les ouvriers et autres membres du personnel. Non, après, à ce moment-là, vient le 621, qui est cotisation, voilà, cotisation patronale pour assurance. Donc les cotisations, il faut les mettre là. Quand vous faites votre calcul de salaire, les cotisations, une fois que vous avez calculé la cotisation patronale, ben voilà, vous placez la valeur dans ce compte-là. Cotisation patronale, assurance sociale, voilà. 6210, c'est cotisation patronale d'assurance sociale sur salaire. Et 6211, cotisation patronale d'assurance sociale sur appointement et commission. Et je ne sais pas si je les ai ici. Bon, 62, cotisation patronale pour assurance sociale. Ouais. Non, 6210, il n'est pas dans le site internet, mais je l'ai sur mon document, voilà, qui est le plan comptable minimum normalisé belge. Parce que le français, c'est le PCG, ici, c'est le PCMN, de 2002. Et donc, j'ai le 6210. Ouais, et là, il ne décortique pas le 621. Qui est 6210 6211. C'est-à-dire cotisation patronale d'assurance sociale sur salaire pour le 6210 et sur 6211 sur appointement et commission. Voilà. Donc ça c'est le 62. Je vais chercher le reste du 62. Le reste du 62, c'est le 622 prime patronale pour assurance extra-légale. Donc là, on met les primes spécifiques à ça. Voilà. 623 autres frais du personnel, 6200 assurance du personnel, 62 300 assurance loi, responsabilité civile, chemin du travail, 62 301 assurance salaire garantie, 62 302 assurance individuelle, 6231 charges sociales diverses, 62 310 charges sociales diverses, jours fériés, payés, et 62 311, charges sociales diverses, salaires hebdomadaires garantis, 62 312, charges sociales diverses, allocations familiales complémentaires, 6232, charges sociales des administrateurs gérants et commissaires, 62 320, allocations familiales complémentaires pour non-salariés, 62 321, loi sociale pour indépendants, 62 322, on retrouve divers. Alors divers par rapport au, bien sûr, c'est 62 322, c'est le divers par rapport à au 6232. Au 623, 2, c'est-à-dire 6232. Donc c'est divers, charges allocation des administrations, gérants et commissaires. Quand je vous disais tout à l'heure divers dans le service est bien divers, il faut que je le retrouve. C'était du divers sur le 6132, le divers, du compte 61, mais c'est le divers de, voilà, de 6000. Oui, non, là c'est par rapport au 613. Et 613, c'est rétribution de tiers, et c'est divers. Voilà, rétribution du tiers, divers.
Parce que 6131, c'est rétribution de tiers, assurance non relative au personnel. Et 6132, c'est rétribution de tiers divers. Voilà. Alors, les divers, faut faire attention. Hein. Il faut regarder la rubrique qui est juste au-dessus. C'est ça que je veux dire. Alors, 624, pension de retraite et de survie. 6240, c'est pension de retraite et de survie, administrateur gérant. Bien sûr, 6241, c'est pension de retraite de survie personnelle. 625, provision pour pécule de vacances. 6250, dotation. Et 6250, utilisation et reprise de provision pour pécule de vacances, bien sûr. Parce qu'il faut toujours regarder la rubrique qui est juste au-dessus. Donc, vous voyez que rémunération, charges sociales et pensions, ben, on retrouve les frais portés dans le compte 62, ce sont ceux supportés par l'entreprise en vue de la rémunération de son personnel et pas d'un personnel extérieur. Hein. Voilà, de son personnel. De toute catégorie. Voilà, comme je vous ai dit, bon, je vous ai cité un petit peu bon, les ouvriers, les employés, voilà, les cadres, enfin, les administrateurs, etc. En vue de quoi? Du paiement des charges sociales à l'ONSS, supportées en plus des rémunérations. Comme on retrouve là, les cotisations aussi patronales à l'ONSS, l'assurance du personnel, et tralali, tralala. Donc, il y a toute une division dans le calcul voilà, parce qu'on part du brut vers le net, et je veux dire, il faut payer toute une panoplie à, je veux dire, beaucoup de caisses. À beaucoup de caisses. Et donc, tout ce qu'on paye à ces caisses-là, je veux dire, normalement, voilà, il y a des façons de voir les différents types de salaires en fonction de employés, ouvriers, ou voilà, etc. Voilà, on décortique la fiche de paye. Et puis, quand on a décortiqué, ben, on sait mettre dans les différents comptes, hein, les différents postes. Voilà, qu'est-ce qui est assurance, qu'est-ce qui est ONSS, qu'est-ce qui est, voilà, etc., etc. Bon, tout ce qui est cotisation, on sait les remettre de côté. Alors, je vous rappelle que, comme j'ai cité ici, je suis en compte 62, ben, le compte 62, il est à côté du compte 61. Et donc, je vous rappelle un petit peu, en gros, parce que ici, moi, j'ai cité le tout en vrac, le 61. Bon, ça vaut la peine de revoir le compte 61, qui est un compte de charge. 61, c'est un des plus grands. Voilà, voilà. Ben, en fait, le compte... Déjà, on retrouve les comptes de 610 à 115 qui sont achats et livraison de services et biens divers, qui enregistrent les travaux et fournitures livrées ou prestées par des tiers et qui constituent bien sûr des charges d'exploitation pour l'entreprise. Dans les achats de biens, on distingue bien sûr les biens durables, les biens consommables et les biens utilisés immédiatement. Voilà. Les biens durables, bien sûr, c'est matériel mobilier. Ces achats, bien sûr, de biens ne sont pas considérés comme charges. Ils sont imputés à des comptes de bilan, comptes d'immobilisation. Voilà. Les biens consommables qui ne sont pas immédiatement consommés et peuvent donc être stockés pendant un certain temps. Exemple, le mazout, le papier, voilà, ces achats constituent une charge. Ils sont imputés au compte achat de fourniture. Et on a les biens utilisés immédiatement où il n'y a pas de stockage. Par exemple, l'essence, le gaz, l'électricité. Et on va dire que ces biens seront imputés au compte services et biens divers. Alors, pour les services, on retrouve loyer payé pour un immeuble, du matériel. Voilà, paiement d'un entretien, d'une réparation, voilà, de fourniture d'eau, de gaz et d'électricité, de rétribution de tiers. Alors, rétribution de tiers, quand sous-entend rémunération de tiers, voilà, c'est tout ce qui est avocat, expert comptable, rémunération non régulière, des rémunérations non régulières, voilà. Alors, on retrouve aussi des primes d'assurance, comme je l'ai dit, incendie, vol, véhicule. On retrouve les frais de transport, les frais de téléphone, les frais postaux, les frais de publicité, de documentation, voilà, de propagande, des voyages, tralali, tralala. J'ai cité un petit peu, voilà, en vrac, tout ce qu'on pouvait trouver dans le compte 61, services et biens divers, qui provenait du PCMN de 2002. Voilà. Alors, le compte 62, lui, bien sûr, il vient juste après le 61, parce que 61 après 61, 62, c'est rémunération, charges sociales et pensions. Et là, je vous ai dit qu'on met tous les frais portés dans le compte 62, sont supportés par l'entreprise en vue de la rémunération de son personnel, de toute catégorie, ouvrier, employé, administrateur, quel qu'il soit, et en vue du paiement des charges sociales supportées en plus des rémunérations, c'est-à-dire les cotisations patronales à l'ONSS et l'assurance du personnel. Alors, les comptes utilisés, ben, on peut retrouver le 620 de rémunération et avantages sociaux directs,
ben, on y enregistre les rémunérations proprement dites. Ouais, et puis on a, voilà, 621, cotisation patronale d'assurance sociale, cotisation que le patron doit verser à l'ONSS. Voilà. Alors, bien sûr, si l'entreprise fait du noir, il n'y a pas de déclaration, et donc rien ne va se retrouver dans les comptes, parce qu'à ce moment-là, là, c'est de la triche. Si c'est de la triche, il n'y a rien voilà, il y a rien qui est écrit. Hein. Voilà, on écrit, ce qui est écrit par un patron, c'est voilà, ce qui est déclaré, c'est du, on va dire, du déclaré. Parce que ce qui n'est pas déclaré, il ne va pas les mettre dans les. Ou alors il peut le faire passer dans des autres comptes, mais en faisant du traficotage, du chipotage. Bon, et ça, bon, les administrations, les inspecteurs n'aiment pas trop le traficotage et voilà, le chipotage. Voilà, ils préfèrent avoir des choses plutôt. Parce que le traficotage et le chipotage, ça ramène à des. Je veux dire, voilà, ça ramène à des tricheries. Hein. Les tricheries, justement, les inspections euh, ont pour but justement de voir si la quote-part de triche, je veux dire, est valable ou pas. On peut tricher, bon, on peut tricher un tout petit peu, mais maintenant, quelqu'un qui triche, je veux dire, à grande échelle, c'est bon pour éviter de payer, voilà, un montant, pour ne pas dire un certain montant, pour ne pas dire un montant certain, à la, à, à l'administration fiscale ou l'administration des contributions, ou l'administration voilà, du service public des impôts, ben, pour éviter, je veux dire, de payer une grosse cote-part, il va commencer à tricher de manière flagrante. Bon, il y a tricher. Bon, j'imagine que, bon, le service des impôts sont, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, je cherche le mot, ils sont, on va dire, compétents, on va dire, en la matière, voilà, mais ils sont surtout cléments, c'est surtout quelque chose de clément. Clément dans le sens où, je veux dire, si c'est des petites triches, le service d'impôt va fermer les yeux, va pas retomber sur quelques milliers d'euros, ça ne rime à rien, ça ne rime à rien. Ce qu'elle va retomber, c'est une tricherie flagrante qui se fait depuis un certain temps, pour ne pas dire un temps certain. Si la personne triche depuis 5 6 ans, voilà, euh, elle fait que du noir, à grosse proportion, voilà, elle étale ses richesses du noir au travers voilà, et que ces richesses sont visibles. Hein. Ah. Attends, je rappelle qu'il y a des drones, les drones existent. Les drones existent, il suffit au service d'impôt pour envoyer un drone pour voir les constructions que vous faites dans votre jardin. Bon, tout peut être espionné. On est dans un monde où l'espionnage est de mise. Hein. Il n'y a pas de, je veux dire, maintenant pour essayer d'avoir quelque chose, je veux dire, au frais, dans un frigo bien au frais, ça devient difficile. Parce que on est espionné par tous des moyens technologiques. Tous des moyens technologiques qui permettent cet espionnage. L'ordinateur, je veux dire, comment on appelle ça, les iPhones, les GSM, tout ce qui est moyen de télécommunication, mais en plus de ça, les drones et beaucoup de choses. Au pire des cas, satellite. Au pire des cas, satellite, mais bon, pour les impôts, on ne va pas aller chercher satellite. Et donc, si quelqu'un fait beaucoup de noir et voilà, qu'elle fait entrevoir sa richesse de manière visible, alors qu'elle déclare qu'elle ne fait pas de gros bénéfices, voilà, bon, ça va être perceptible par les impôts. Une année, elle fait une construction d'autant, une autre année, elle fait une construction d'autant, on va se poser la question comment ça se fait que, bon, elle se dit qu'elle fait toujours des pertes annuelles ou des petits bénéfices annuels, alors que je veux dire, sur les à côté, j'ai quelque chose qui est flagrant. Donc il y a une flagrance au niveau de la richesse de la personne, alors qu'elle dit qu'elle fait des pertes. Mais alors, à ce moment-là, bon, c'est normal que l'inspection des impôts va venir fouiller un petit peu pour voir s'il n'y a pas dans les comptes des irrégularités. Mais c'est ça que je vous dis, hein, le traficotage et comment on appelle ça, voilà, la triche, le traficotage, c'est ce que j'appelle, c'est ce que certains appellent irrégularité. Mais pourquoi? Parce que le mot il passe mieux. Pour un inspecteur, il va pas vous dire bon vous avez triché, il va utiliser bon terme pour ne pas ici aussi humilier la personne. Il va éviter une humiliation de la personne. Il va éviter bien sûr de respecter la personne. Parce que bon, on peut attaquer une personne tout en étant respectueux. Il va rester respectueux, il va rester voilà
respectueux, un échange qui va être éviter d'être un échange vif, il va rester dans un certain calme. Mais il sait très bien que derrière tout ça, il y a de la triche. Alors pour ne pas dire d'éviter des mots qui fâchent, voilà, on va pas passer par, on va passer par quatre chemins pour éviter, voilà, de rendre la personne en face de soi qui est visitée, de l'humilier, voilà, on va dire de le redescendre moralement. Le but, c'est pas de redescendre moralement, c'est d'avoir un échange vif, enfin un échange, je veux dire, sincère, d'avoir un échange sincère et de pas humilier, ni de rabaisser, ni de rendre malade une personne, voilà, sachant que la personne a peut-être fait des cachotteries au niveau, voilà, de ses comptes, effectivement. Bon, de toute façon, même si une personne fait du mal, bon, elle a le droit de se défendre. Même si elle fait du mal, elle a le droit de se défendre. Bon, il y a toujours la communication, elle se fait toujours, voilà, d'émetteur à récepteur. Je veux dire, c'est un échange. Voilà, c'est pas que quand il y a des inspecteurs qui viennent, quelles que soient les inspections qui se passent, ça se fait de manière, voilà, psychologique. C'est psychologique, c'est-à-dire c'est de personne à personne. On pose des questions, la partie adverse répond en espérant avoir une réponse qui est, je veux dire, en correspondance avec la transcription des documents. Parce que je vous rappelle que les documents comptables, non, ce sont des documents légaux. Et donc, s'il y a des irrégularités dans les documents comptables, il faut pouvoir expliquer ces irrégularités. Ce qu'on appelle, bon, dans un langage, ces irrégularités, on sait très bien que c'est des manipulations. Dans le jargon, voilà, c'est voilà, du traficotage. On sait bien que c'est du traficotage, mais il faut que la personne s'explique. Quand il y a une inspection, la personne doit s'expliquer. Bon, comment ça se fait que vous avez indiqué ça là-bas alors que c'est pas dans ce compte-là? Comment ça se fait que c'est un gros montant qui est là-bas alors que là-bas, généralement, c'est des petits montants? Voilà, là-bas, dans cette partie-là, il manque, par rapport à votre personnel, il y a un manque voilà, qu'on avait constaté de visu au sein de l'entreprise par une inspection. On sait bien que ce jour-là, vous avez autant de personnel. On se dit qu'en moyenne, bon, vous avez autant de personnel. Par espionnage aussi, on peut espionner aussi le nombre de personnes qui sortent d'une entreprise, c'est de savoir qui travaille et qui ne travaille pas. L'espionnage, je vous dis, c'est quelque chose qui est, dans les inspections, c'est quelque chose qui est, voilà, qui va servir dans... L'espionnage, c'est quelque chose, c'est une assise qui va servir d'enquête. Hein. L'espionnage, c'est une assise qui va servir d'enquête. Et de se dire que, bon, on va venir faire une inspection, mais après enquête, c'est-à-dire qu'on ne va pas raconter des bêtises quand on va arriver. Il faut qu'on ait voilà, des dossiers qui sont voilà, sur table et qu'on peut discuter sur des dossiers sur table. Et que comme ça, quand la personne va raconter des choses, ben, ça doit corroborer par rapport à l'enquête qui a été faite. Voilà, c'est juste ça. Donc, c'est pour ça que, bon, les irrégularités, quand il y a des inspecteurs, ils n'aiment pas ça. S'il y a très peu d'irrégularités, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Bon, j'imagine mal s'il y a 1000 euros, 2000 euros, voire 3000, voire même 3000, hein, je veux dire, régularité de 3000, c'est pas très conséquent par rapport à l'argent qui tourne dans une société. Bon, tous les jours, il y a de l'argent qui tourne. Ça rentre, ça sort. Bon, 3000, qu'est-ce que c'est que 3000 par rapport à des millions d'euros qui pourraient rentrer, sortir. Donc 3000, ce n'est rien du tout. Maintenant, si chaque année, il y a 30-40 000 euros comme ça qui disparaissent, voilà, ou voire plus, hein. Là, à ce moment-là, ça va ramener une enquête. Ça va ramener une enquête et des investigations, bien sûr, parce qu'une enquête, c'est des investigations préliminaires et bien sûr sur le long terme. Et on peut amener tous les méthodes pour ficeler un dossier. Pour ficeler un dossier d'enquête, d'investigation, hein, voilà, un dossier tous les moyens sont permis. Et donc l'espionnage est permis. Ouais, donc on va aller voir tout ce qui est voilà, possible d'espionner. Par exemple, un compte Facebook ben, peut être espionné. C'est-à-dire que si le gars dit que bon, on ne travaillait pas bon, tel jour, qu'il est malade, par exemple, il dit qu'il est malade. Il est toujours malade. Et puis on voit sur le Facebook, il est parti en Espagne, il fait voilà, du bodybuilding. On se disait qu'il était malade du dos. Ben, on va se dire, écoute, lui,
il n'est pas sérieux. Il est pas sérieux. On voit qu'il fait du bodybuilding en Espagne, alors que bon, on voit sur son Facebook qu'il fait ça. Tout le monde peut voir son Facebook. Voilà. Donc le Facebook est d'abord, je veux dire, quelque chose où on peut aller voir la vie privée des gens. Et donc si on voit qu'il travaille et qu'il ne vient pas travailler parce qu'il dit qu'il a mal au dos et qu'il fait du bodybuilding en Espagne, on va se poser des questions. Ouais, comment ça se fait que tu dis que tu as mal au dos et puis que tu vas faire du bodybuilding en Espagne? Bon, voilà. Donc, c'est pour vous dire que les moyens technologiques sont des moyens d'espionnage et ils sont utilisés par, je veux dire, pour diverses enquêtes pour pouvoir voir la véracité ou pas de ce que raconte une personne. Alors, comme je l'ai dit, une personne peut toujours se défendre. Et si ça ne suffit pas, elle peut toujours prendre un avocat. Et maintenant, après, ça peut tourner au tribunal et savoir qui a tort et qui a raison. Et c'est un juge qui va, bien sûr, fixer les torts, les raisons et les torts des diverses parties, tout en restant, je veux dire, dans une logique de, voilà, de, voilà, de sincérité, d'honnêteté et de, comment on appelle ça, euh, de clairvoyance. Et parfois de clémence, parce que bon, la justice, elle n'est pas, voilà, parfois elle est clémente. Mais elle est clémente, je veux dire, pour autant que je veux dire, euh, s'il y a du tort qui est causé, il faut payer ses torts. Voilà, la clémence, ça ne signifie pas, ouais, bon, tu es libre, tu ne payes rien du tout, non. La clémence, ça peut être aussi une petite somme à payer. Hein. C'est pas forcément une grosse somme comme on s'attendait. C'est peut-être une petite somme à payer. Alors, généralement, il y a des. Par exemple, je prends un cas de figure. Quelqu'un qui fait des travaux chez lui, voilà, il ne le dit pas au service de l'urbanisme, euh, donc il risque une amende. Monsieur d'office, il peut avoir une amende directe. Alors, maintenant, si un voisin le dénonce, mais après la fin des travaux, ben, ça va finir au tribunal. Et le tribunal, qu'est-ce qu'il va se dire? Ben, il va se dire, bon, elle va être clémente. Elle va se dire, bon, écoute, t'as pas payé l'urbanisme, tu payes l'urbanisme. Voilà, et tu payes une petite cote-part de voilà, 1000 euros, 2000 euros au voisin, et tu payes l'urbanisme. L'urbanisme, c'est bon, tu devais payer 3000, tu payes 3000 à l'urbanisme, donc tu régularises. La justice, elle est clémente en faisant une régularisation, parce qu'elle aurait pu se dire, écoute, tu as joué avec le feu, ben, maintenant tu t'es brûlé, ben, tu payes, à la place de 3000 euros, tu payes 6000 euros. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça, parce que vous avez joué, vous n'avez pas dit à l'urbanisme, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est 6 000 euros plus vous payez au voisin 4 000 euros, ça fait 10 000 euros. Bon, le voisin, il va pas sourire, il va sourire, voilà, vert. Il va sourire vert parce que donner 10 000 euros alors qu'on a déjà donné de l'argent pour ses travaux. Voilà, et on a voulu gagner 3 000 euros par l'urbanisme, mais en fait, on en perd 10 000. Donc, enfin, on en paye 10 000, c'est-à-dire qu'on perd 7 000 plus les frais d'avocat, etc., etc. Voilà. Donc on a plus que perdu 7 000. Donc ce qui veut dire que si maintenant le tribunal il est clément, il va se dire, bon, tu payes l'urbanisme et tu payes en 2000 euros au voisin, c'est-à-dire, par exemple, pour qu'il arrête de se plaindre sur le voisin. Tu lui donnes 2000 euros comment on appelle ça, dommages et intérêts. Voilà, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, le voisin il est content, 2000, il reçoit 2000 euros. Et il y a une régularisation vis-à-vis de l'urbanisme. Donc le gars, il paye 3000 euros, il est tranquille. Il est tranquille, voilà, il est tranquille. Donc, il n'aura pas à avoir une amende plus grande. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que quand la justice est clémente, ça veut dire que, bon, c'est pas de dire qu'on va sortir avec 0 € à payer dans la poche, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous allez avoir clémente, c'est aussi un minimum, parce qu'on peut s'attendre aussi à des amendes très lourdes. Hein. On peut s'attendre à des amendes très lourdes vis-à-vis des affaires comme ça, voilà, de ne pas payer les impôts, de ne pas payer... surtout si c'est récurrent. Si c'est quelqu'un qui triche assez souvent, bon, je veux dire, qui se fait chaque fois attraper, je veux dire, au niveau des impôts qui ne payent pas, ben, je veux dire, bon, à un moment donné, il va avoir une attaque voilà, assez agressive voilà, du service des impôts. Parce que je veux dire, la personne n'arrête pas de tricher, elle se fait chaque fois voir. On va lui dire une fois, ça va, c'est bon. Bon, 2 fois, attention, troisième fois, attention. Hein, parce que troisième fois, tu vas payer très cher. Donc c'est pour ça que je dis que la justice, elle va aussi dans ce sens-là. Bon, première fois, on va se dire que bon, ça arrive une fois. Bien que ça arrive peut-être plusieurs années, comme ça, hein, la personne a toujours triché, mais elle s'est fait attraper une fois. Et bon, tu t'es fait attraper, maintenant tu arrêtes ton petit jeu. Maintenant, si elle recommence une seconde fois qu'elle se fait attraper, voilà, si elle se fait attraper une deuxième fois, la justice va dire, bon, tu t'es déjà fait attraper une fois, on t'a déjà dit de pas faire ça, on va être moins clément maintenant. Donc on va mettre, voilà, on va dire, on va mettre une peine un peu plus lourde.
Maintenant, si la personne revient une troisième fois, après s'être fait attraper une troisième fois, là, on va se dire, écoute, t'as triché une fois, t'as pas payé cher, bon, on est resté fortement clément. La deuxième fois, on t'a averti que, bon, et la troisième fois, ça fait déjà beaucoup, hein. Voilà, on compte pas vous voir une quatrième fois ici, puisque sinon la peine, elle sera lourde. Alors, voilà, on met voilà, des limites à ce que ça n'arrive plus. Il faut plus tricher. Maintenant, si la personne triche une quatrième fois, bon, ça peut aller très loin, hein. C'est une histoire qui peut aller très loin, parce que je veux dire, se retrouver 4 fois au tribunal et pas prendre en considération voilà, la parole des juges voilà, ça peut aller trop loin, parce que ça peut avoir voilà, des peines de condamnation, de prison. euh, Parce qu'on n'a pas écouté la justice. Vous avez dit une fois, deux fois, trois fois, quatrième fois, la justice aussi, il en a marre, hein. Se dit, bon, lui, il n'écoute pas, je veux dire, ben, on va le taper en prison et il va aller vivre un petit peu là-bas et il s'offre moins de bénéfices là-bas. Voilà, on va se dire ça comme ça. Bon, mais c'est pour ça que je vous dis, ou alors on va venir saisir ses biens aussi. Surtout si quelqu'un il a des biens, plus il a des biens, plus on peut aller saisir ses biens. Donc ils vont vous ramener un huissier, ils vont aller chercher, à la place de mettre de la prison, tant qu'on sait lui retirer des affaires, ils vont lui retirer des affaires, hein. Parce que la prison, bon, si on ne sait pas lui soutirer voilà, des choses, ben, on va le taper en prison. Alors, un autre compte, c'est 633, autres frais du personnel. Voilà, assurance payée par l'employeur pour le personnel, l'assurance loi. Voilà. Alors, il y a aussi voilà, tout ce qui est vêtements de travail, service médical pour le personnel, etc. Euh, voilà. Et donc, là, on met dans autres frais de personnel. Autres frais de personnel, comme je dis, ça peut être des vêtements de travail. Voilà. Ou un service médical offert par l'entreprise pour le personnel. Alors, service médical, c'est bien. Quand on est à l'école, on fait une fois le service médical. Bon, c'est un petit service médical, je le dis tout de suite, c'est un petit service médical. Mais moi, je conseille à toute personne qui vit cette vie-ci, de faire une visite médicale quasiment tous les 2-3 ans. Tous les 2-3 ans. Pourquoi? Parce que je veux dire, il y a des maladies qui peuvent intervenir en les 2 ans, 3 ans. Si la personne ne la voit pas, ben, je veux dire, c'est un petit peu embêtant. C'est un petit peu embêtant. Donc, ce que j'appelle, voilà, faire, comment on appelle ça, prélèvement sanguin, faire des visites inopinées avec des radiothérapies pour certaines choses, voilà, et regarder si tout va bien. Mais en tout cas, le prélèvement sanguin, c'est déjà ça. On sait voir beaucoup de choses au niveau du prélèvement sanguin. Voilà. Et bien sûr, vivre sa vie, je veux dire, en conséquence, c'est-à-dire faire du sport, bouger, voilà, bien manger, etc., etc., éviter les pollutions diverses. Même si vous travaillez, que vous avez des pollutions au niveau du milieu du travail, ben, il faut mettre des masques, se protéger contre les pollutions, etc., etc. Voilà, et donc, ceci termine le compte 62 qui est rémunération, charges sociales et pensions. Ben, bien sûr, là-dedans, on va mettre tous les frais afférents aux rémunérations et voilà, les charges sociales et tout ce qui est avocation en relation avec les rémunérations. Avocation en rémunération avec, voilà, quelles que soient les catégories. Quelles que soient les catégories, c'est-à-dire ouvrier, employé, administrateur, patron, et tralala. Et donc il faut savoir calculer, bon, pour terminer la vidéo ici, je dirais qu'il faut savoir calculer un salaire. Mais là, comme je dis, il y a un site particulier, vous allez voir ce qu'il faut introduire, voilà, par rapport à la personne. Si la personne, voilà, elle a des enfants à charge ou pas, si elle a des enfants à charge en nombre, voilà, combien. Parmi ceux-là, s'il y a des enfants handicapés, si la personne elle-même qui travaille handicapée ou pas, voilà, s'il est isolé, marié, voilà, avec un revenu, voilà, marié avec 2 revenus, voilà, etc., etc. Alors ici, je ne vais pas mettre marié avec plusieurs personnes parce que en Belgique, c'est interdit de se marier avec plusieurs personnes. C'est-à-dire la polygamie en Belgique est interdite, hein. Quand vous êtes marié et que vous êtes en instance de divorce, vous devez attendre le divorce avant de vous marier, de remarier. Pourquoi? Parce que sinon, vous ne pouvez pas vous marier alors que vous êtes en instance de divorce et vous êtes toujours marié. Parce qu'à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la polygamie. C'est interdit en Belgique. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ici, il n'est pas marqué
marié avec 4 revenus ou 5 revenus, parce que la polygamie, ça n'existe pas en Belgique. Enfin, ça n'existe pas. J'ai pas dit que ça n'existait pas, mais elle est interdite. C'est interdit. Parce que, bon, entre exister et interdire, certains, probablement, dans leur pays, sont polygames, mais viennent en Belgique en étant déclarés que, voilà, c'est toujours une histoire de déclaration par rapport à vos dires. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'inspection. Je veux dire, quelqu'un qui dit quelque chose, on peut l'écouter et se dire qu'il est sincère et honnête. Mais je veux dire, au-delà de ça, on en fera des êtres humains, et l'être humain, il n'est pas forcément, je veux dire, un ange. Voilà, tout être humain n'est pas un ange. Certains vous diront certaines choses parce que, bon, ils ont envie de vous dire les choses qu'ils veulent. Bon, ils sont libres de leur pensée, de dire ce qu'ils veulent. Voilà, on ne va pas s'attaquer à leurs pensées, mais dès le moment où ça nécessite voilà, une honnêteté, une sincérité par rapport à des déclarations, on va dire, qui doivent arriver dans des bureaux euh, euh, qui permettent voilà, de cibler la personne, voilà, mariée, isolée, voilà, si elle travaille, etc., etc. Elle peut tout mentir, il n'y a pas de problème, hein. On peut faire confiance à ce qu'elle raconte, mais il ne faut pas donner l'entièreté de la confiance à tout n'importe qui. On peut écouter une personne, estimer qu'elle est sincère ou honnête, mais il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Voilà, on va dire ça comme ça, parce que je dirais que c'est difficile de faire confiance aux êtres humains, parce que l'être humain, il n'est pas forcément droit dans ses bottes. Tout être humain n'est pas forcément droit dans ses bottes. Voilà, on va se dire ça comme ça. L'être humain a ça, je veux dire, ses manières de voir et de penser et d'agir et de parler, mais c'est pas parce qu'elle va raconter des choses qu'il faut prendre tout ce qu'elle raconte pour faut pas le prendre pour le bon Dieu. Voilà, faut pas prendre à dire tout ce qu'elle raconte pour argent comptant. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Faut pas prendre tout ce qu'elle raconte pour argent comptant, parce que la plupart des êtres humains, je veux dire, sont vacillants au niveau de leurs paroles. Ils vous disent des choses même qui ne sont pas forcément vraies. C'est pour ça qu'il existe les paroles partent et les écrits restent. Et donc quelqu'un qui écrit, ben, si on me fait un paraphe, on va se dire bon, vous avez dit ça, 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 vous avez signé. Ben, c'est une signature basée sur l'honneur. Donc vous dites que ça c'est vrai. Alors que bon, en réalité, c'est pas vrai, parce que quand on fait une enquête, on voit que ça, c'est pas vrai. Donc, on ne peut pas faire ça avec, au niveau social. Si on rencontre chaque fois une personne qu'on lui fait signer une déclaration d'honneur sur son honnêteté, sur ses paroles, ben, ça n'a aucun sens. La personne, elle raconte ce qu'elle veut. Si elle ment, elle veut mentir, elle ment. Donc ça ne vous affecte pas et ça ne vous touche pas, c'est pas un problème. Voilà. Mais en vérité, dans la vie, on côtoie bien sûr les bonnes personnes, c'est-à-dire il faut rester avec des gens honnêtes, des gens sincères, parce que si on commence à côtoyer des menteurs et voilà, toutes sortes de personnes qui, qui racontent tout et n'importe quoi, bon, ça ne rime à rien. Voilà, vous êtes entouré de personnes qui vous ramènent plus voilà, de non-sens que de bon sens. Voilà, ceci étant dit, je termine cette vidéo. Je vous remercie.